Ok, d'accord. Donc la question que je vais essayer de poser aujourd'hui, c'est celle de la réalité, parce que je considère que la réalité, c'est vraiment la première imposture qui nous empêche de se rencontrer et de rencontrer l'autre. Et donc de savoir si c'est au service de la vie. Et j'ai envie de commencer par cette phrase que j'ai longtemps mis dans ma signature en la signant à Viktor Frankl. J'imagine que vous l'avez déjà vu cité comme une citation de Viktor Frankl. Et lorsque j'ai cherché où était cette citation, j'ai repris ses livres, j'ai pas trouvé, j'ai acheté les livres en PDF pour pouvoir chercher, j'ai toujours pas trouvé la citation. Et j'ai trouvé un site qui avait fait des recherches là-dessus et qui disait que c'était pas une phrase de lui. Mais on savait pas de qui était la phrase. C'était probablement une phrase de quelqu'un qui se souvenait d'avoir lu ça, mais qui avait pas pris les notes et qui, de mémoire, avait ressorti la phrase. Voilà. Bon, peu importe. La phrase est belle, c'est ce qui compte. Et elle parle, je trouve qu'elle est très efficace dans son langage. Et du coup, la phrase que j'ai trouvée la plus proche dans ce que j'ai relu de Viktor Frankl, c'est celle-ci. Si nous ne sommes pas libres ni de changer les conditions de notre existence, nous demeurons entièrement libres de transformer notre attitude à l'égard de ces mêmes conditions. Et c'est là où on trouve cette idée d'espace. Or, c'est dans l'interstice de cette nuance que se loge une définition toute authentique et toute véridique de la liberté. Voilà. Et donc, je vais essayer de baser mon exposé là-dessus. Il se trouve que Viktor Frankl était médecin, psychiatre. Et de par ma formation de médecine et de physiologie, les notions de stimulus et de réponse me parlent beaucoup. Elles n'ont pas le même sens pour tous. Le stimulus est aussi beaucoup utilisé en communication non violente. Et donc je vais essayer de me poser la question avec vous, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour créer cet espace entre le stimulus et la réponse. Et au-delà de créer cet espace entre le stimulus et la réponse, essayer d'aller voir aussi comment on peut créer de l'espace à l'intérieur du stimulus, à l'intérieur de cet espace, puis à l'intérieur de la réponse. Et ça me ramène à la question de la réalité, puisque le stimulus, il est censé arriver de la réalité. Et donc, pourquoi autant d'intérêt pour la réalité, d'une façon générale, puisqu'on voit tous les domaines scientifiques et philosophiques se poser cette question. Alors de nos jours, évidemment, il y a des circonstances que je n'ai même pas envie de mentionner, mais tout ce qui se passe autour des nouvelles, des transformations de des réalités, les réalités parallèles, etc. Et donc, dans notre vie de tous les jours, ce qui est intéressant, c'est que la vérité, elle est à la fois, enfin, la réalité est à la fois inaccessible, parce que nous savons tous que nous sommes sujets aux illusions d'optique, aux mirages, excusez-moi, que nous fabriquons des représentations de la réalité, que nous interprétons le monde, et en même temps, la vie est possible. Donc, on est bien dans une certaine réalité partagée. Si je suis ici, c'est que j'ai bien eu des informations qui m'ont permis de me retrouver ici, comme vous, que j'ai pu voyager, que j'ai pu, etc., que je peux chaque jour me nourrir, m'asseoir sur une chaise. Et donc, j'ai une certaine perception du monde qui me renseigne sur la véracité de mes représentations, qui me permettent d'élaborer des actions, qui me permettent d'interagir véritablement avec le monde. Désolé encore. Donc, à la fois, on a cette espèce de paradoxe de la réalité qui est, à la fois, on sait qu'on ne peut pas accéder à la réalité, et de nombreux scientifiques le disent aussi, et à la fois, on interagit tous les jours avec cette réalité. Et donc, si on se pose la question de quelle réalité, pour un faire très bref, et pour les commodités de cet exposé, je vais répondre très brièvement pour commencer à ces questions-là. Est-ce que la réalité existe? Oui, c'est la vie, on peut interagir, sinon on n'a pas de vie. A-t-on accès à la réalité? Non, ou très partiellement. Et puis, comment est-ce qu'on peut approcher la réalité? Du coup, par hypothèses successives. Et on verra que ces hypothèses impliquent que nous sommes dans ce dialogue entre le stimulus et la réponse en permanence, et que c'est ce dialogue-là qui va permettre de faire augmenter ce lien à la réalité. Donc voilà, nous faisons bel et bien l'expérience de la réalité, par l'image ici, et en même temps, nous savons tous, et par exemple avec l'allégorie de la caverne de Platon, ici représentée par Magritte sous le titre « La condition humaine », c'est pas rien, que nous n'avons que des perceptions de la réalité et que nous n'accédons pas en direct à cette réalité. Alors si on commence par se pencher sur le stimulus,
Au niveau du stimulus, j'ai mis ici 4 images de stimuli, voilà, pour montrer que le monde est complexe, tout simplement. C'est le but du jeu, que ce soit un monde naturel ou un monde artefactuel fabriqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce stimulus avec Viktor Frankl? Viktor Frankl a posé 2 lois qu'il appelle les lois de l'ontologie dimensionnelle. Alors vous avez déjà tous vu des images de ce type-là, où on a ce cylindre qui peut se projeter en forme de rond, en forme de carré. Et pour lui, un des problèmes de l'interprétation de la réalité, c'est que la réalité est tellement riche et complexe qu'on va toujours la projeter sur un nombre de dimensions inférieur à ce qu'elle possède véritablement. Donc évidemment, l'exemple ici est très simple, vous passez de la 3D à la 2D, et puis ça fait supprimer le volume de l'objet. Donc à partir de ces images en 2D, il y a une infinité de volumes qui peuvent se projeter de cette façon-là. Et puis bien sûr, il ne se limite pas à cette dimension physique, mais je le retrouve bien dans ces aspects-là avec la démarche que je mets en place en utilisant les illusions d'optique, puisque ça consiste justement à utiliser les interactions avec des objets tridimensionnels pour arriver ensuite à aborder des effets plus cognitifs. Et donc par exemple ici, vous avez ces 2 mots qui sont en fait exactement les mêmes. Vous voyez la réalité peut être aussi interprétée pas simplement au niveau des objets. C'est ce qu'on a vu avec le cylindre qui se projetait, on peut le voir sous cet angle-là aussi. On peut le voir lorsqu'il s'agit de perspectives forcées, un petit peu comme avec le cylindre ici, avec ce jardin qui avait été installé devant l'hôtel de ville de Paris, qui, d'un certain point de vue, formait une anamorphose parfaite et qui donnait l'impression qu'on avait ici la Terre tout entière. Et puis, comme j'aime bien être interactif, je vais vous proposer ici, je ne sais pas si vous êtes tous par rang, quand je mets ici rang pair et impair, ça veut dire, ce qui est bien, c'est que si vous êtes par paire, vous pouvez discuter. Donc il y en ait un de vous, normalement je coupe la salle carrément en 2, mais je pense que c'est aussi sympa si vous êtes, enfin, qui veut fermer les yeux, ferme les yeux, parce que vous allez fermer les yeux chacun à votre tour. Et donc si vous êtes à 2, arrangez-vous pour qu'il y en ait un qui ferme les yeux, l'autre qui les ouvre au prochain coup. Et comme ça me permet de vous montrer 2 images. Donc voilà la première image. Ensuite, l'autre moitié ferme les yeux. Et je vous montre une image. Et ensuite, tout le monde peut ouvrir les yeux. Et ensuite, je vous montre une image et vous pouvez partager avec votre voisin ce que vous voyez sur cette image. Est-ce que vous arrivez à vous entendre? Donc pour ceux qui auraient vraiment joué le jeu, je suis obligé de vous remontrer les images en arrière du coup. Donc vous pouvez prendre la même image de cette façon-là, où vous avez un chat posé sur un mur, ou bien un bateau dans un lac, et du coup cette masse blanchâtre au milieu de l'image, vous pouvez l'interpréter comme étant de nature, de matière complètement différente. Voilà. C'est le vieux coup du 6-9 ou des choses de ce type-là, qui peuvent mener à tous les débats, toutes les confrontations, tous les conflits possibles, si on n'a pas l'ouverture du point de vue, et si on ne se rend pas compte que nous interprétons toujours le monde à partir d'un point de vue, alors qu'un autre point de vue peut donner des interprétations différentes. Donc on peut trouver des quantités d'illusions ou d'expressions artistiques qui vont poser cette question-là, et de façon tout à fait percutante, je trouve. La deuxième loi d'ontologie dimensionnelle de Frankl, c'est l'idée qu'à l'inverse, si vous prenez des objets qui ont des formes différentes et que vous les réduisez en dimensions aussi, en les projetant ici de 3D en 2D, à nouveau, vous perdez de l'information et du coup, ça va vous donner l'impression que, à l'inverse de tout à l'heure, des objets différents vont se projeter de façon identique dans le monde. Vous avez ici, par exemple, ces 2 objets-là, que j'ai photographiés dans la pelouse. Et ces 2 objets-là, en fait, il y en a un qui mesure, je ne sais plus si c'est 40 fois ou 20 fois la taille de l'autre. Vous ne le voyez peut-être pas. Donc il va falloir que je change d'angle de vue pour que vous puissiez voir que ces 2 objets sont radicalement différents et de formes différentes. Et donc c'est simplement cette expérience qu'on peut faire très souvent dans la vie de tous les jours, où des choses vues de loin, ou selon un certain point de vue, vont avoir des images complètement différentes sur la rétine. Et puis bien sûr, c'est intéressant de dépasser le cadre de la géométrie pour aller vers d'autres dimensions, et en particulier ici dans le domaine de l'empathie, j'aime beaucoup cette image où vous avez cette personne qui présente 3 problèmes, et puis vous avez chacune avec son problème, qui lui dit « je vois bien qu'est-ce que tu as comme problème, je mesure bien ta souffrance,
parce qu'il y a cette réduction dimensionnelle qui est de se projeter ce qu'on perçoit chez l'autre sur son expérience personnelle. Voilà. Après ces deux lois de l'ontologie spatiale, Frankl évoque aussi la difficulté que la spécialisation, la diversification des approches du monde, et il parle en particulier de la science, permet d'obtenir des représentations qui deviennent tellement disparates que ça devient difficile de les faire converger, et il pose la question justement de nos instruments de mesure du monde. Et je vous ai ici pris des photos qui vont de la photo macro, ça c'est du poivron, ça c'est une tige de je sais plus quoi, ça c'est une mie de pain moisi, ça c'est je me rappelle plus, et puis ça c'est une image de synthèse physique. Mais le but étant simplement de dire qu'en fonction de la façon avec laquelle on regarde le monde, bien entendu, on ne va pas produire les mêmes interprétations, on ne va pas produire les mêmes représentations du monde, et que même si nous n'en sommes pas conscients, nous sommes en permanence en train d'utiliser des instruments pour mesurer le monde, que ce soit nos yeux naturels, que ce soit différentes prothèses que nous ayons, et en lien avec nos histoires, qu'elles soient phylogénétiques ou ontogénétiques, familiales, etc. Tout ça, ça configure nos façons d'observer le monde. Et j'aime beaucoup cette phrase de Godard qui dit que le microscope nous aide à observer l'infiniment petit, le télescope l'infiniment grand, et la caméra nous sert à observer l'infiniment moyen. C'est un petit peu comme nos yeux, c'est-à-dire l'homme. Et c'est ce qui permet justement de créer des interactions qui sont compatibles avec cette idée que nous sommes insérés dans la vie par rapport à cette idée que nous sommes détachés ou que nous n'avons pas accès à la réalité. Et donc c'est important par rapport à cette dimension-là du stimulus, c'est que en fait ce qui est important c'est de ne pas confondre les représentations avec ce qu'elles représentent, et qu'il n'y a que les représentations qui s'ignorent, il n'y a que les représentations qui ne s'ignorent pas, qui sont ouvertes sur le monde alors que les autres sont complètement fermées. Et puis je vais ici prendre le risque de vous proposer une citation, sans vous dire de qui elle est. Elle pourrait être de nombreuses personnes qui peuvent être évoquées par ces photos, mais pas seulement. En fait, on verra que c'est encore de quelqu'un d'autre. La réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte. Quelle belle phrase. Soyez prêts à des surprises. Donc la stratégie qu'on peut adopter pour essayer de créer de l'espace à l'endroit du stimulus, pour ma part, c'est de travailler beaucoup avec les illusions d'optique et face au réalisme naïf, de faire prendre conscience que lorsque vous avez des objets comme cet objet qui est impossible mais qui en même temps est présent devant vous, surtout s'il est présent en 3 dimensions, ça rend les évidences impossibles. Et donc c'est d'essayer de faire la chasse aux évidences qui sont un gros ennemi de l'ouverture à soi et à l'autre, parce que si vous pensez qu'il y a une évidence, si vous pensez que vous avez raison, que vous percevez la réalité, alors vous n'avez plus besoin de la réalité de l'autre. Mais le danger de ces approches-là, c'est parfois que lorsqu'on a ces approches pédagogiques, on peut arriver à rencontrer une attitude qui consiste à dire alors à ce moment-là, on ne croit plus à rien, on arrive dans un scepticisme absolu. Et donc il faut toujours se rappeler que la démission qui est de croire à tout ou de douter de tout est une démission, et que dans un cas comme dans l'autre, ça nous empêche de réfléchir et ça nous dispense de réfléchir plus véritablement. Voilà. Deuxième partie, la réponse. Et donc, lorsque la réponse est collée au stimulus, on est dans le cadre de figures de soit un réflexe, soit un automatisme. On appuie sur la pédale de frein lorsqu'on voit un feu rouge, etc. Et on a tendance à être très simpliste par rapport à ces choses-là. On dit souvent qu'il y a 2 modes de réponse ou d'interaction avec le monde. Et je voudrais simplement ici remettre un petit peu de complexité réaliste dans ces conceptions-là, en prenant l'exemple de 3 niveaux de réponse qu'on peut avoir différents, qui sont les réflexes, les automatismes et les actions volontaires, pour montrer que effectivement, on a des organisations sensorimotrices qui peuvent faire fonctionner ces différentes choses. On a des boucles qui nous permettent d'agir sur l'environnement, de recevoir des informations, de faire des expériences et de recevoir des informations. Ces boucles-là, elles peuvent concerner nos organes sensoriels, visuels, nos organes d'action, les mains, les pieds. Elles peuvent aussi concerner évidemment tous nos ressentis, sachant que nos ressentis sont véhiculés par nos organes d'essence. Les ressentis, ça n'existe pas par magie, c'est bien une interprétation que l'on fait à partir de nos informations sensorielles qui nous permet d'avoir ces ressentis-là. Et puis ces ressentis sont bien sûr en interaction. Voilà. Et donc ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a positionné différents niveaux
de relation entre le stimulus et la réponse, ce qui va impliquer ces différents niveaux de complexité. La grande différence principale, c'est que plus vous allez vers un niveau de complexité, plus vous avez une durée importante de mise en œuvre. Voilà. Et donc l'idée, c'est que plus vous allez vers les niveaux de complexité, plus ça prend du temps, et que lorsque vous réalisez une action, vous ne pouvez pas produire une action sans deux choses que l'on ne voit pas lorsqu'on fait un geste ou lorsqu'on produit une action. C'est que l'action est précédée d'une préparation. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez faire une action, quelle qu'elle soit, vous faites des hypothèses sur vos capacités d'action, sur votre corps, et vous faites des hypothèses sur le monde, physique ou social. Et puis, à la fin de l'action, vous avez aussi un après de l'action, qui est une évaluation des actions, quelles qu'elles soient, parce que vous posez toujours la question de savoir si vous validez les hypothèses que vous avez faites sur le corps, sur votre corps, ou sur votre capacité à agir, et les hypothèses que vous avez produites sur le monde. Et donc l'action, c'est quelque chose qui, à la fois, permet d'agir sur le monde, mais qui permet au monde d'agir sur nous. Parce que l'action, c'est une épreuve de vérité, c'est l'épreuve de réalité de nos hypothèses. C'est-à-dire que toutes nos représentations du monde et de notre corps sont à mettre à jour à chaque action pour les ajuster de façon à optimiser nos actions futures. Et donc on est en permanence en train d'enregistrer ces signaux-là pour essayer d'apprendre et d'améliorer nos actions, ce qui fait que à chaque fois qu'on réalise des actions, on peut modifier nos actions en cours de route, et puis la répétition de nos actions permet d'analyser les erreurs, de mesurer les erreurs, de voir si on répète les erreurs, etc. Et ces répétitions-là vont donner lieu à des modifications à la fois des représentations du monde et des représentations de nos capacités à agir. Voilà. Ça reste encore simpliste, et je disais que je voulais sortir de cette simplicité qui consiste à dire soit on est réactif, soit on est intentionnel, pour dire que voilà, si on veut représenter qu'est-ce que c'est que l'organisation de l'action, c'est un ensemble de boucles qui fonctionnent à la fois avec des entrées sensorielles et des sorties motrices, qui peuvent avoir des complexités croissantes, et c'est un embriquement d'un ensemble de boucles qui va fonctionner de façon parallèle, sur la base de nos capacités d'action, de nos capacités de vision, d'audition. On peut y rajouter ensuite des petites flèches ici qui permettent d'aller mettre de la cohérence dans ces boucles afin que chaque fois que je produis une action automatique, elle ne fasse pas le contraire de ce que je suis en train de faire de façon volontaire, par exemple. Et puis on peut y rajouter encore évidemment toutes les implications entre ce que va produire nos émotions, qu'elles soient positives ou moins positives. Voilà. Et donc du coup, au niveau de la réponse, notre dilemme à chaque instant de notre vie, c'est de savoir quelle dose d'automatisme et d'autonomie nous voulons mettre dans notre présence au monde ou dans notre présence dans cette action. Nous avons le choix entre être réactif et rapide, et nous avons le choix entre être intentionnel et lent. Et la plupart de nos actions sont à la fois intentionnelles, mais contiennent à l'intérieur de cette intention des automatismes. C'est-à-dire que quand je parle, je ne me demande pas à chaque syllabe comment il faut prononcer cette syllabe. Quand j'écris, je ne me demande plus, depuis le CP, comment on fait pour former un A, un B, etc. Et donc on a une action intentionnelle qui est composée elle-même de composants qui sont complètement automatiques et parfois de composants réflexes. Et donc on a toujours tendance à faire cette opposition entre réflexe, intention, etc., ou automatisme et intention. En fait, c'est un continuum qui va aller du plus simple au plus complexe, avec l'avantage du plus simple qui est d'être rapide, et ça nous est utile dans de nombreuses circonstances de notre vie, et le plus complexe qui, lui, va être le plus fin, le plus intentionnel, le plus ajusté à la situation, mais qui va nous prendre un temps supplémentaire d'élaboration. Et donc il faut essayer de sortir de cette espèce de dualisme, et comme je disais, c'est vraiment un dilemme continu, c'est-à-dire qu'à chaque seconde de notre vie, on peut se poser la question de quel degré d'intentionnalité et de réactivité on veut mettre dans chaque action. S'il s'agit juste d'aller rejoindre l'arrêt de bus, je peux me mettre en mode automatique, il n'y a pas de problème. S'il s'agit de parler ici, j'espère être un peu plus du côté de l'intention que du côté de l'automatique. Et donc c'est à chaque action, à chaque élément qu'on doit réguler ces choses-là. On peut maintenant regarder l'intermédiaire entre les deux côtés. Et donc, entre les deux, ce qui est difficile, entre le stimulus et la réponse, c'est que d'une part, nous avons tous ces automatismes qui sont déjà mis en place, et d'autre part, nous avons aussi un certain nombre d'automatismes cognitifs qui existent. Tous les biais cognitifs, donc je ne vais pas les détailler, les mentionner, mais que ce soit le réalisme naïf, l'illusion d'objectivité, l'illusion de rationalité, l'illusion d'introspection, vous connaissez les biais cognitifs, je ne vais pas tout vous énumérer, ou l'illusion de supériorité.
Par exemple, ici, je suis certain que si on disait qui d'entre vous dans la salle pense être plutôt moins violent que la moyenne de la population générale, j'imagine que le taux de réponse me dirait que peut-être 95% des gens se pensent être au-dessus de la moyenne. Mais quand on fait ça dans la population générale, on trouve aussi des chiffres qui sont très supérieurs, c'est-à-dire que lorsque vous demandez aux gens s'ils sont plus gentils ou plus respectueux, ils vous disent vous avez 80-90% des gens qui répondent ce type de choses. Donc voilà. Enfin, bref, l'idée c'est juste d'illustrer ici les biais cognitifs qui sont une grande difficulté à créer cet espace entre le stimulus et la réponse. Et puis le deuxième écueil, c'est que lorsque vous augmentez cet espace entre le stimulus et la réponse, c'est un espace de liberté. Mais la liberté ne veut pas nécessairement dire la paix ou la non-violence. Vous avez des tas de situations qui peuvent être pathologiques ou des situations pour lesquelles la vie nous a conditionnés, qui font que nous allons parfois choisir des solutions qui ne vont pas dans ce sens-là. Et puis, on peut être toujours libre de choisir la violence ou de choisir la manipulation. Malheureusement, nous avons des exemples très populaires, enfin pas populaires, très répandus en ce moment. Et la phrase que je vous ai dit tout à l'heure, la réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte, en fait, malheureusement, c'est une phrase dite par un politique qui cherche uniquement à masquer des malfaçons. Si vous êtes intéressé par la source, elle est sur la diapositive, mais des gens que la réalité n'intéresse pas ou la vérité n'intéresse pas et qui sont prêts à la manipuler. Donc créer un espace, c'est bien, mais il faut savoir que ça n'est pas nécessairement au service de la rencontre avec l'autre. Et donc, tant qu'on croit qu'on va percevoir la réalité, il n'y a pas de place pour l'autre. Et c'est dans les espaces entre la réalité, le stimulus, ma perception, mon intention, ma décision et ma réponse que je vais pouvoir créer l'espace-temps de la rencontre et de la collaboration. Et je vais prendre un exemple concret ici. Prendre la responsabilité d'une pensée qui est souvent extériorisée. Par exemple, ça m'énerve. Lorsqu'on dit ça m'énerve, on est dans la situation où il n'y a qu'une réalité extérieure qui va s'imprimer sur moi. Je ne suis pas acteur, je suis passif. C'est un déni de responsabilité en quelque sorte. Et quand on fait de la CNV, on va s'exprimer en termes de besoins. Et j'aime beaucoup la proposition qui consiste à inverser le OSBD et de mettre le B en premier, parce que si on commence la phrase en disant « c'est parce que j'ai besoin d'eux que je me sens quand je vois, quand j'entends, etc. », à ce moment-là, on rétablit vraiment un ordre causal qui correspond à l'expérience qu'on peut faire de cet espace de liberté. Et donc éloigner l'évidence de la liberté, c'est créer à la fois cet espace pour soi, et du coup, si on crée l'espace pour soi, on le crée aussi pour l'autre, et ça peut être au service de la collaboration avec l'autre. Voilà. Donc ces espaces de liberté, ils existent, effectivement, conformément à la phrase de Frankl, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte combien ils sont fragiles, parce que nous sommes pressés, parce que nous avons besoin d'aller directement à la solution, parce que nous avons des instructions, des cadres, des règlements, et donc, que ce soit les biais perceptifs, les biais cognitifs ou nos capacités d'action, on est à chaque fois dans des situations où on risque de ne pas mettre en place tout l'espace qui est possible pour agir de façon parfaitement libre. Voilà. Donc ce qui est important, c'est de se dire que lorsque je prends conscience que j'ai un point de vue, c'est mon point de vue, mais ce n'est pas forcément la réalité, c'est ce qu'on peut apprendre avec n'importe quelle illusion, mais également que même si ce n'est que mon point de vue, il est aussi important que les autres. Et c'est vraiment cette réciprocité, c'est-à-dire prendre conscience que ce que dit la CNV, par exemple, que les besoins de chacun sont aussi importants. Mais dans ce domaine de la perception et de l'action, c'est prendre la responsabilité de sa perception, c'est reconnaître celle de l'autre et s'ouvrir du coup à la collaboration. Voilà. Je vais terminer avec cette illustration. J'aime bien avoir une version graphique et une version par le texte. À une certaine époque, à la Renaissance, on a créé, soi-disant, les dessins avec la perspective, avec un égocentrisme au sens géométrique qui montrait des perspectives monofocales. À chaque instant de notre vie, nous sommes comme ça. Je vois des alignements entre des sièges, je vois des alignements entre ce que m'a dit un tel et ce que m'a dit un tel. Et donc j'ai cette perspective qui est monofocale. Et pourtant, les artistes ont trouvé nécessaire d'inventer la vision multifocale avec le cubisme qui permettait d'intégrer plusieurs points de vue à un même objet, avec le but de se rapprocher de la réalité, même si ces tableaux cubistes s'éloignent de la réalité à laquelle nous avons accès à chaque instant. C'est se rapprocher de la vraie réalité que d'y ajouter plusieurs points de vue pour les combiner, les intégrer, pour renforcer, pour enrichir cette réalité.
Voilà. Je retrouve la phrase de Frankl et je vous mets une autre phrase qui est une autre hypothèse de quelle serait la source de cette phrase-là. Un autre psychologue qui parlait de faire une pause entre le stimulus et la réponse pour peser, même de façon subtile, en faveur d'une réponse particulière parmi plusieurs réponses possibles. Voilà. Et si vous vous intéressez à l'histoire de la physiologie, des conditionnements, etc., des automatismes, c'est le genre d'idée qui revient en fait régulièrement, même si cette phrase-là est particulièrement limpide en ce qui me concerne. Je vous remercie de votre attention et je vous mets une information ici où nous organisons en juin une session d'interaction entre les neuroscientifiques et toute personne intéressée à propos de la communication non violente. Voilà. Je vous remercie.